Et à plusieurs reprises, il répétait aux Africains de prendre leurs responsabilités. Donc, quelque part, lui, il utilise sa voix qui porte dans le monde entier. Il est une espèce de porte-voix. Il dit, voilà, moi j'ai dénoncé, mais pour que qu'on aille jusqu'au bout, battez-vous pour être représentatif, pour peser de votre poids sur la scène internationale et battez-vous pour vous libérer. Alors, on va revenir donc sur la visite du pape qui a désigné en fait des puissances colonialistes sans les citer. Est-ce qu'aujourd'hui on connaît exactement, sinon probablement, les entreprises qui exploitent l'Est de la RDC, sinon les pays qui sont derrière ces entreprises? Les pays qui sont derrière ces entreprises, d'abord, c'est globalement les Five Eyes. Dans une moindre mesure, la Nouvelle-Zélande. Quand je dis les Five Eyes, ce sont les 5 grands pays anglo-saxons du monde, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, et dans une moindre mesure, la Nouvelle-Zélande. Ensuite, c'est l'Union européenne, dirigée par l'Allemagne. Je vous signale tout simplement que la plupart des têtes couronnées européennes sont d'origine allemande. Et ils sont dans l'Union européenne, ou si vous voulez, les pays de l'OCDE. Chaque pays y trouve son compte d'une certaine manière. Et maintenant, la Chine s'est ajoutée dans le marché. Elle a pris de grandes parts des marchés. Ben après, vous regardez toutes les sociétés, toutes les grandes sociétés qui travaillent dans les domaines des nouvelles technologies et dans les domaines de la transition écologique. Parce que les minéraux qui intéressent le plus, c'est le coltan pour les nouvelles technologies et le cobalt pour la transition écologique. À côté, vu que dans certains pays, le pétrole commence un peu à s'épuiser, la quantité de pétrole qu'on a trouvé, par exemple, dans le lac Albert, qui est Total, va exploiter pour les comptes de l'Ouganda. 75% du pétrole se trouve du côté congolais, 25% du côté ougandais, mais l'Ouganda va exploiter peut-être tous les lacs, presque seul pour le moment. On ne sait pas comment ça s'est passé avec Total. Donc, du coup, c'est une panoplie de sociétés, mais la liste est longue comme les bras. Une partie de la liste se trouve dans les listes, dans le livre Le Canada dans le crime en Afrique centrale de Patrick Mbeko. Une partie de la liste des sociétés, mais croyez-moi, c'est long comme les bras. Alors, pour ce qui est des sociétés minières, tous les minéraux, parce qu'au Congo, on trouve 1100 minéraux, ben, allez à la bourse de Toronto, presque toutes les sociétés qui sont cotées à la bourse de Toronto sont impliquées jusqu'au cou, et certains sont même dans des histoires, dans de très sales histoires qui mériteraient justice. Bonjour Caroline Maïzo, vous êtes journaliste, analyste politique et conférencier. Merci d'être encore avec nous sur TLR TV. Bonjour Christian Perrin, bonjour à tous, merci pour votre invitation. En tout cas, merci de votre disponibilité, Corinne. Le pape François est en visite à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il est arrivé le 31 janvier dernier. Il a en outre rencontré quelques victimes de la situation qui prévaut à l'est de la RDC. Dans sa première prise de parole, il a annoncé des couleurs où il s'est adressé aux puissances colonialistes, leur demandant de retirer leurs mains de la RDC, de retirer leurs mains de l'Afrique. L'Afrique n'est pas une mine à exploiter, pas non plus une terre à dévaliser. Quelle lecture politique peut-on faire de cette première prise de parole, mais aussi de la situation actuelle de manière globale, bien entendu, au niveau de l'Est de la RDC? Le pape est en train d'effectuer son premier visite pastorale en République démocratique du Congo, visite qui le conduira aussi au Soudan du Sud, 2 pays en proie à des guerres terribles. Alors, c'est une visite qui était prévue de longue date, mais qui avait été annulée pour des problèmes de santé par rapport au pape. Sauf qu'à l'époque, effectivement, on sait que le pape a une santé assez fragile ces derniers temps, mais les gens étaient quand même surpris de cette raison parce qu'il n'avait pas annulé son voyage au Canada. Donc, on s'est dit qu'il y a d'autres raisons qui ont milité à ces reports, mais qu'à cela ne tienne, il est en terre africaine, notamment en République démocratique du Congo, où il a été bien accueilli, la République démocratique du Congo étant le plus grand pays catholique d'Afrique. Sur une population de 105 millions d'habitants, il y a 45 millions de catholiques, même si certaines sources veulent baisser de 30% ces chiffres en disant que la plupart ont déjà quitté l'Église catholique et qu'ils ont rejoint les églises pentecôtistes, qu'on appelle aussi églises de réveil. Mais c'est le plus grand pays catholique, donc c'est normal que le pape vienne dans ces pays pour, selon lui,
une visite pastorale de consolation, de réconciliation, de proximité avec les catholiques du Congo. Alors, lorsqu'il arrive en République démocratique du Congo, il y avait une petite polémique avant son arrivée, c'est que le pouvoir voulait un peu politiser cette affaire, mettre cette visite dans le bilan de Félix Tshisekedi, dire aux catholiques, voilà, je vous ai ramené le pape, si vous avez la chance de le voir, c'est à mon actif, donc voilà, vous devez m'applaudir. Et il y a même... En fait, en vouloir en faire une récupération politicienne, c'est ça? Oui, 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 sauf que dans tous les discours du pape, et même de lui-même, le président, il continue de parler d'une visite pastorale. Vous n'êtes pas sans savoir que le pape est aussi un chef de l'État. Donc, il peut venir en visite d'État, tout comme il vient en visite pastorale. Mais là, il est vraiment en visite pastorale. Donc, la petite récupération politique n'a pas fonctionné. Alors, une fois à Kinshasa, devant les autorités, la société civile et tout ça au Palais de la Nation, au jardin du Palais de la Nation, il a tenu un discours quand même assez musclé. Le discours avait été, comme c'est de coutume, distribué aux journalistes, en tout cas quelques temps avant, pour permettre aux journalistes de s'en imprégner et de préparer leurs commentaires. Alors, on était quand même surpris de voir que la télévision nationale congolaise, qui est une, même si cette télé est devenue ce qu'elle est devenue, n'oubliez pas, il y a quelques années, c'était la plus grande télévision d'Afrique, en nombre de personnel formé et tout ça. Bon, ils ont prétendu qu'ils n'avaient pas de traducteurs en italien. Donc, ils ont laissé les discours du pape en italien. Cela peut s'apparenter à ce qu'on appelle de la rétention d'informations. La rétention de l'information, est-ce qu'on peut nous dire également que dans la délégation du pape François, il n'y a pas eu quelqu'un ou des interprètes qu'on avait prévus, c'est ça? Il y a beaucoup... Non, le pape sait par exemple que sur Radio Vatican et sur KTO, en français, le discours était traduit en français. Donc je suppose que sur KTO dans d'autres langues, les discours étaient également dans d'autres langues. Mais ce n'est pas au pape de prévoir un traducteur pour la télévision nationale congolaise, le pays qui reçoit. Ça, c'est vraiment pas le boulot, ni du pape, ni du Vatican. Il l'aurait voulu. Le nombre de prêtres congolais qui ont étudié en Italie et qui étaient là dans les environs, on pouvait aller en supplier un qui se ferait un plaisir de traduire ses discours en direct. Donc, vous savez, en matière de liberté d'expression, il faut parler au droit à l'information. Dans la liberté d'expression, il y a les droits à l'information. Et dans le droit à l'information, c'est le droit à une information juste, crédible, vérifiée et tout ce qui va avec. Et manipuler l'info ou faire une rétention d'information de la part d'une chaîne de télévision nationale, c'est violer les droits à la liberté d'information qui, globalement, fait partie du droit à la liberté d'expression. Parce que l'opinion se forme quand on est bien informé. Bon, qu'à cela ne tienne, sur la chaîne YouTube de KTO, sur KTO et sur beaucoup de chaînes YouTube, les discours, on avait quand même en version française. Donc, du coup, on comprend après pourquoi il y a eu ce petit gêne de laisser les discours passer. Il s'en est pris aux Occidentaux. Il dit, dans la culture de beaucoup de gens, l'Afrique est une terre à exploiter. Donc, il y a des gens qui pensent que c'est un droit, qui doivent exploiter l'Afrique. C'est ainsi qu'il leur a dit de retirer leurs mains. De retirer leurs mains d'Afrique, parce que l'Afrique, ce n'est pas une mine à exploiter, non, une terre à exploiter, ni une mine, bon, voilà. Quand il a tenu ses propos, il a dit que il y a du colonialisme politique, c'est substitué un colonialisme économique qui étouffe l'Afrique. Libérer l'Afrique et enlever vos mains de l'Afrique. Donc là, il s'est adressé aux Occidentaux, aux impérialistes. Le petit bémol personnel que je peux faire en tant qu'analyste politique, je me dis, c'est Pape qui est allé au Canada, qui a demandé pardon pour le traitement subi par les autochtones, c'est-à-dire les Indiens d'Amérique, qui a demandé pardon aussi pour des cas de pédophilie. C'est Pape qui s'en prend comme ça à ce qu'on appelle globalement communauté internationale entre guillemets, bien que vous savez que j'aime pas ce terme. Moi, j'appelle ça club occidental. Donc, c'est Pape qui s'en prend comme ça au club occidental n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique. Demander aussi pardon aux Africains pour l'esclavage. Vous savez que l'esclavage avait été ordonné par le pape, je crois, Nicolas, en l'an 1454, ce qui a conduit à la colonisation, d'abord à la traite des esclaves, et ensuite à la colonisation. La colonisation qui a induit ces modes de raisonnement
qui fait penser à certains peuples, à certaines cultures, que l'Afrique doit être exploitée, que l'Africain est inférieur. Donc ça aussi, c'est un travail que l'Église catholique a fait et que le pape n'a pas daigné reconnaître ni s'excuser. C'est ce que moi j'appelle du double standard. Au Canada, on se comporte autrement et en Afrique, on se comporte aussi autrement, d'autant plus qu'en Afrique, on sait qu'il y a des millions de jeunes qui vont applaudir. Tandis qu'au Canada, ben, il y avait quelques milliers de personnes et là-bas, ça s'est passé un peu autrement. Alors, dans son Oui, discours, mais dans dans cette même logique, Monsieur Kirill Maïzo, puisque vous parlez du Canada, vous parlez de la RDC, nous savons que parmi les grandes entreprises qui exploitent évidemment la RDC, il y a des entreprises canadiennes. Alors, ma question était aussi de savoir, une fois que le pape est venu s'exprimer comme ça en Afrique pour demander à ces entreprises, à ces puissances colonialistes de retirer leurs mains de l'Afrique, de la RDC, de libérer la RDC, quelle est donc la portée de ce message? Est-ce que après il ira aussi s'exprimer à ces puissants-là pour dire, écoutez, arrêtez de continuer à emmerder l'Afrique, puisqu'il était au Canada? Est-ce que vous pensez qu'au Canada, il a dû aussi dire à ces Canadiens qu'attention, c'est vous qui êtes à l'origine entre autres, à je l'origine du ne, malheur que subissent les... je ne pense pas qu'il l'ait fait parce qu'au Canada, il s'est limité à résoudre les problèmes internes à l'Église catholique par rapport au traitement des enfants autochtones, des Indiens d'Amérique dans les pensionnats de l'époque, la façon dont il les a désacculturés ou les a aliénés. Il s'est limité à ça. Et pour les Africains, il a ajouté quelque part dans son discours en démontrant que l'Afrique est sous-représentée dans les instances internationales et que la voix de l'Afrique devait être entendue. Et à plusieurs reprises, il répétait aux Africains de prendre leurs responsabilités. Donc, quelque part, lui, il utilise sa voix qui porte dans le monde entier. Il est une espèce de porte-voix. Il dit, voilà, moi j'ai dénoncé, mais pour que qu'on aille jusqu'au bout, battez-vous pour être représentatif, pour peser de votre poids sur la scène internationale et battez-vous pour vous libérer. Il a rappelé aux Congolais les paroles de l'hymne national. Debout Congolais, unis par l'effort, unis par l'effort. Il leur a rappelé les Donc, paroles. vous êtes en train de nous dire que bah, le pape François, finalement, a demandé aux Congolais, expressement, a demandé aux Congolais de se prendre en charge. C'est Oui, cela. expressement, il a demandé aux Congolais de se prendre en charge en même temps qu'il a porté un message de réconciliation. Les Congolais n'est en conflit avec personne. Il est peut-être en conflit avec les Rwandais. Mais entre Congolais, il n'y a pas de conflit. Bon, je ne sais pas dans quel sens il a parlé de réconciliation, mais du côté congolais, il a démontré que le pouvoir, c'est être au service. Ce n'est pas de l'autoritarisme, ce n'est pas de la manipulation de l'info. Quand on ne conçoit pas les pouvoirs comme un service, ben, euh, on met ses mains, on se dit chrétien, on met ses mains dans la caisse de l'État, on devient un voleur. Et là, il cite Saint-Augustin. Et là, comme c'est un chimiste, hein, c'est un chimiste, il est parti du diamant. Il a considéré le peuple congolais comme un diamant. Et là, il a bâti tout son discours sur les diamants. Il a fustigé le tribalisme. Il dit, la façon dont les molécules de carbone sont disposées, ça peut faire le diamant, c'est-à-dire un minerai qui brille, tout comme ça peut faire le graphite, quelque chose de sombre. Non, le problème, ce n'est pas chaque tribu, chaque ethnie. Le problème, c'est comment vous vous agencez par rapport aux autres pour vivre ensemble. Et là, il va condamner le tribalisme. Il va condamner, par exemple, Bah alors là, il s'adressait à qui, selon vous? Il s'adressait à en qui? tout cas, le Expressement. président le plus tribal de l'histoire du Congo, c'est Félix Tshisekedi. Circonstance aggravante, c'est un Quinois, donc quelqu'un de Kinshasa, la ville la plus cosmopolite d'Afrique et qui a grandi en Belgique, un pays multiculturel. Il est impardonnable sur ce plan. Et si vous voulez en avoir des éléments, quand on a 1200 conseillers à la présidence et que plus de 1000 sont de la même tribu, quand on tribalise toute la... C'est-à-dire, dans chaque endroit où la Constitution lui donne la possibilité de nommer, il commence par ses frères des tribus. Partout, hein, je dis bien partout. Phénoménal. Qui ont tout de même les compétences dans les services où... Dans un pays de 450 ethnies, les compétences, il n'y en a pas que dans l'ethnie de Félix Tshisekedi. Il y a 450 ethnies au Congo. Et les compétences, il y en a partout. Et les meilleures universités du Congo ne se trouvent pas au Kasaï chez lui. Alors, Kérul Maïzo, vous disiez tout à l'heure que le pape François s'est adressé au peuple congolais et à la rigueur, il a demandé donc aux Congolais de se prendre en charge, de prendre leurs responsabilités. Euh,
Mais on a aussi constaté que depuis un certain temps, les jeunes Congolais tentent un peu de prendre la rue pour essayer de répondre, j'allais dire essayer, parce que quand ils prennent la rue, après ils ont derrière eux, sinon dans le dos, la police congolaise. Alors que ces jeunes veulent en découdre, c'est ce que j'ai semblé comprendre avec cette affaire de M23. On s'est tous soutenus par le Rwanda. Et dernièrement, c'est une manifestation qui était en fait destinée à l'encontre de cette force régionale est-africaine. Et on a vu comment la police congolaise est venue mater ces jeunes. Ben, Il y a un petit paradoxe à ce niveau-là. Soit on veut se libérer, soit on ne veut pas se libérer. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Pourquoi on empêche les jeunes d'aller jusqu'au bout? pour les observateurs extérieurs, c'est un paradoxe. Mais pour ceux qui suivent attentivement l'actualité congolaise, ce n'est pas un paradoxe, c'est même logique. Le président congolais Félix Tshisekedi a dit, la vidéo est partout sur Internet. Il a dit, ne vous battez pas pour des morceaux de terre. Notre pays deviendra l'EAC. Nous avons déjà un grand pays, 2 345 409 km². Donc, on a un avantage de nous associer à l'EAC. Je ne dirais pas d'être englouti parce que c'est le plus grand pays. Et il dit aux Congolais de ne pas se battre pour des morceaux de terre. Notre pays deviendra l'EAC. Or, en droit international et en droit diplomatique, il y a un principe très Mais important. qu'est-ce qu'il entend finalement par l'intégrité territoriale lorsqu'on ne peut plus se battre pour ces terres? Mais justement, moi je dis qu'il y a un principe important en droit diplomatique qui dit principe de réciprocité. Bon, si les Congolais ne doivent pas se battre pour des terres parce que l'EAC devient notre pays, les Congolais ont le droit d'aller prendre des terres en Tanzanie au nom de l'EAC. Tout comme prendre 30 collines au Rwanda parce qu'il y en a 1000. Les Congolais peuvent prendre 30 collines au Rwanda, bon, c'est pas un problème. C'est au nom de l'EAC qui est devenu notre pays à nous tous. Première déclaration. Deuxième incongruité. Nous sommes agressés par le Rwanda. L'ONU sort un rapport au mois d'août 2022 et au mois de décembre 2022, indexant clairement le Rwanda avec des évidences. Donc il y a vraiment des preuves. Félix Tshisekedi, le président congolais, ne rompt pas les relations diplomatiques avec le Rwanda et ne ferme pas la frontière. La frontière où que le Rwanda utilise pour avoir accès au territoire congolais. Bon, ça, c'est quand même louche. Troisième élément, le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix donne au président Félix Tshisekedi une liste de 65 officiers impliqués dans différents trafics à l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans l'exacerbation de l'insécurité dans le Kivu. 65 noms. Félix Tshisekedi n'a jamais condamné, n'a jamais agi. C'est ainsi que vous allez remarquer que chaque fois qu'il va se plaindre, soit à Luanda, soit à Kinshasa, soit à New York, soit à Paris, ben, il n'y a aucune réaction. En fait, la réalité, c'est quoi? Tous ces présidents disent que c'est lui, même qui ne veut pas rompre les relations diplomatiques avec les Rwandais, mais il veut mouiller tout le monde dans son affaire. Si au moins il pouvait commencer par rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, fermer la frontière, faire une déclaration de guerre, comme le lui impose la Constitution, au moins les autres pays les prendront au sérieux en se disant, bon, il a pris quand même des mesures idoines par rapport à la situation, on peut lui venir en aide. Mais on ne vient pas en aide à quelqu'un qui, on lui remet une liste de 65 officiers de son armée, ils sont impliqués dans l'insécurité dans son pays, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intelligence avec l'ennemi, ceux qui vendent des munitions, ceux qui font des trafics, des minerais qui traversent au Rwanda, le président n'agit pas et il va appeler les autres, venez m'aider. Bon, grave encore. Et ça, personne n'a jamais démenti. Tout son entourage. Et même le président Kagame le dit dans Jeune Afrique. Les M23 étaient défaits. Si aujourd'hui les M23 sont à Kinshasa, qui les a invités? Ils ont passé 14 mois à Kinshasa. Qui les a invités? C'est Félix Tshisekedi. Et dans les revendications du M23, notamment leur porte-parole Willy Ngoma, qui est resté longtemps dans un hôtel à Kinshasa, et certaines sources parlent même qu'il aurait vécu un peu dans la maison familiale de Tshisekedi. Encore faut-il que cela soit vérifié et avéré, mais certaines sources en parlent même. Dit que nous, on était en Ouganda, au Rwanda, réfugiés. Lui, il nous a appelés pour qu'on l'aide. En cas de souci à combattre Joseph Kabila, on a signé des contrats, mais maintenant, monsieur ne veut plus respecter ce qu'il a signé. C'est ainsi que nous, on fait les coups de feu.
C'est ce que les M23 dit. Donc on ne peut pas appeler les M23 et venir crier au loup si on a été complice des M23 et qu'ils nous a invités au pays. Donc, tant que Félix Tshisekedi ne va pas fermer la frontière, tant qu'il ne va pas rompre les relations diplomatiques, tant qu'il ne va pas faire une déclaration de guerre, tant qu'il ne va pas, par exemple, sanctionner les 65 officiers dont il a la liste, personne ne les prendra au sérieux. On a remarqué dernièrement quelque chose de grave. Un avion congolais qui s'est fait tirer et le Rwanda revendique avoir tiré sur l'avion qui a subi des dégâts et le Congo s'est contenté de mettre un communiqué du genre, bon, les dégâts ne sont pas graves. Oui, mais dans tout cela, Caroline Maïzou, qu'est-ce qui finalement retient Félix Tshisekedi de prendre les grandes décisions telles que vous venez de les citer, de rompre les relations avec le Rwanda, puisque en fait c'est une déclaration de guerre lorsqu'on tire sur un avion de chasse de la Casus belli, RDC. oui, c'est un casus euh, belli. voilà, avec tout ce qui se passe, tous ces éléments que vous venez de citer, qu'est-ce qui l'empêche réellement de rompre les relations avec le Rwanda? Qu'est-ce qui explique cette attitude de Félix Tshisekedi? C'est la compromission. La compromission sur quoi? Lorsqu'on n'est pas élu, qu'on a été nommé électoralement par son prédécesseur, et son prédécesseur a obéi aux ordres de Paul Kagame, donc par ricochet. Lorsqu'on a été imposé au peuple congolais par Paul Kagame qui a dit dans une interview, qui est aussi en ligne, que depuis la présidence jusqu'au bas de l'échelle, il n'y a personne qui soit au pouvoir au Congo qui ne soit pas passé par le Rwanda. Bon, ça, je suis en train de rapporter la citation, hein, mais c'est à peu près ça, en fait. C'est ça, ce qu'il a dit. C'est pas la citation exacte, mais en tout cas, il n'y a personne au pouvoir au Congo qui ne soit passé par le Rwanda. L'interview de Paul Kagame existe. Quand Paul Kagame dit cela, n'oubliez pas, il était président de l'Union africaine et lorsqu'on a dit que bon, les élections au Congo se sont mal déroulées, il y a des contestations, il y a la fraude électorale, l'Union africaine a mis la pression. Paul Kagame devrait se rendre à Kinshasa en tant que président de l'Union africaine. Mais des sources dignes des fois, il y a eu deux Paul Kagame, le président de l'Union africaine qui obéissait à l'Union africaine et le président du Rwanda qui a ordonné à la CENI, nuitamment en complicité avec la MONUSCO et tous ceux qui étaient impliqués dans le dossier, de publier des résultats frauduleux où le troisième de la liste a été proclamé comme premier parce qu'il y avait Payoulou, un peu plus de 62% de voix, Chadari, je crois, Chadari était numéro 2 et Félix Tshisekedi était numéro 3. Ça, c'est le véritable résultat. Donc, on fait de Félix Tshisekedi un président par le Rwanda. Donc, il est redevable. Il n'est pas redevable vis-à-vis du peuple congolais qui ne l'a pas choisi, mais il est redevable vis-à-vis de ceux qui l'ont mis au pouvoir. Et je vais vous rappeler un fait qui peut expliquer aussi comment Félix Tshisekedi a pieds et poings liés par rapport au Rwanda. Lorsque le Rwanda est arrivé avec Laurent Désiré Kabila au pouvoir, ils étaient loin d'imaginer que Laurent Désiré Kabila à Kinshasa pouvait se retourner contre eux, les chasser comme des malpropres et leur tenir un discours vigoureux et sur la place publique. Ce qui fait que le Rwanda et l'Ouganda ont mené la deuxième guerre du Congo qui a commencé le 2 août 2001. La deuxième guerre du Congo qu'on a appelée par la suite la première guerre mondiale africaine. C'était lorsque Laurent Désiré Kabila a chassé les Rwandais, les Ougandais et les Burundais qui l'ont mis au pouvoir à Kinshasa. Et depuis cette époque, le Rwanda a pris toutes les précautions pour que dans le futur, tout Congolais qui le mettront au pouvoir ne puisse pas reprendre, entre guillemets, l'exploit de Laurent Désiré Kabila. D'où, lorsqu'ils ont placé Tshisekedi au pouvoir, ils ont tellement verrouillé le système que M. Tshisekedi n'a même pas un espace où faire papier, où faire passer une feuille de papier pour bouger par rapport au Rwanda. Il a eu quelques appuis, il a essayé un peu de bouger, de faire un peu d'effort pour se défaire de cet étau, mais on se rend compte qu'il se bat comme un diable dans un bénitier. Du moment qu'il n'a pas l'assise populaire voulue, parce qu'il a tribalisé son pouvoir, et du coup, ça crée aussi un phénomène de rejet. Déjà qu'il n'a pas été élu, il se permet de tribaliser son pouvoir, ce qui crée un phénomène de rejet. Donc, du coup, il n'a pas la base. Il n'arrête pas de crier « le pays est en danger », soudain-nous, abat les tribalismes. Non, le tribalisme, c'est lui. Ce n'est pas lui la victime du tribalisme. Parce que lui il veut le faire passer du genre, au nom du tribalisme, comme je suis de telle ethnie, tous les Congolais ne veulent pas se mettre derrière. Non, les Congolais ne sont pas fous. Les Congolais se disent, ben, vous êtes compromis avec ces gens, vous avez signé des histoires avec eux,
vous avez ramené les M23 ici, vous avez dit que ces criminels rwandais qui utilisent un label fraudulé de Banyamulenge, originaire de Mulenge à Kinyarwanda, mais qui habite à Minembwe, c'est comme si au Congo-Brazzaville, vous dites que moi je suis originaire du Kwilu. En Kinyarwanda, on dit Munyakwilu, mais quand on vous dit, bon, vous êtes les Munyakwilu, bon, allez, votre territoire c'est où? Vous désignez la Bouenza. Et vous commencez à revendiquer la Bouenza, mais tout en vous faisant appeler Banyakwilu. Trouvez l'erreur. J'espère bien que ce n'est pas ce que le Rwanda voudrait bien faire aussi au Congo-Brazzaville avec les accords qu'ils ont passés avec le gouvernement. Non, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils ont pas le Rwanda, je veux dire la bande à Paul Kagame, à ne pas confondre avec le Rwanda. Même le Rwanda est sous la botte de ces gens. Sur le plan politique, c'est le Front patriotique rwandais. Sur le plan militaire, c'est l'armée patriotique rwandaise. Et sur le plan économique, c'est Crystal Adventure. Ce n'est même pas le Rwanda, mais c'est une bande mafieuse qui a pris le Rwanda en otage, qui a pris la RDC en étau et qui est en train de laper le Congo-Brazza comme un boa pour après l'avaler. Et vraiment, leur projet est en train... Et qui vont commencer à revendiquer les terres pour dire qu'ils sont aussi originaires de ces terres. Oui, donc alors, je vais revenir. Ils sont originaires du Poul. Et ils vont se faire appeler Bagnapoul. Ben, quand ils deviendront nombreux au Poul, ben, on va les retrouver là-bas au nord. Bon, ils vont devenir... ils sont les Bagnapoul, mais ils revendiquent aussi un territoire au nord. Ben, cherchez un peu à comprendre ce que ça veut dire. C'est tellement complexe. Alors, on va revenir donc sur la visite du pape qui a désigné en fait ces puissances colonialistes sans les citer. Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît exactement, sinon probablement, les entreprises qui exploitent l'Est de la RDC, sinon les pays qui sont derrière ces entreprises? Les pays qui sont derrière ces entreprises, d'abord, c'est globalement les Five Eyes. Dans une moindre mesure, la Nouvelle-Zélande. Quand je dis les Five Eyes, ce sont les 5 grands pays anglo-saxons du monde, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, et dans une moindre mesure, la Nouvelle-Zélande. Ensuite, c'est l'Union européenne, dirigée par l'Allemagne. Je vous signale tout simplement que la plupart des têtes couronnées européennes sont d'origine allemande. Et ils sont dans l'Union européenne, ou si vous voulez, les pays de l'OCDE. Chaque pays y trouve son compte d'une certaine manière. Et maintenant, la Chine s'est ajoutée dans le marché. Elle a pris de grandes parts des marchés. Ben après, vous regardez toutes les sociétés, toutes les grandes sociétés qui travaillent dans les domaines des nouvelles technologies et dans les domaines de la transition écologique. Parce que les minéraux qui intéressent le plus, c'est le coltan pour les nouvelles technologies et le cobalt pour la transition écologique. À côté, vu que dans certains pays, le pétrole commence un peu à s'épuiser, la quantité de pétrole qu'on a trouvé, par exemple, dans le lac Albert, qui est Total, va exploiter pour les comptes de l'Ouganda. 75% du pétrole se trouve du côté congolais, 25% du côté ougandais, mais l'Ouganda va exploiter peut-être tous les lacs, presque seul pour le moment. On ne sait pas comment ça s'est passé avec Total. Donc, du coup, c'est une panoplie de sociétés, mais la liste est longue comme les bras. Une partie de la liste se trouve dans le livre le Canada dans le crime en Afrique centrale de Patrick Mbeko. Une partie de la liste des sociétés, mais croyez-moi, c'est long comme les bras. Alors, pour ce qui est des sociétés minières, tous les minéraux, parce qu'au Congo, on trouve 1100 minéraux, ben, allez à la bourse de Toronto, presque toutes les sociétés qui sont cotées à la bourse de Toronto sont impliquées jusqu'au cou, et certains sont même dans des histoires, dans de très sales histoires qui mériteraient justice. Sauf que, selon les droits qu'ils utilisent, les droits auxquels ils sont rattachés, généralement les droits canadiens, il est presque impossible d'aller gagner une société minière canadienne au tribunal à Toronto. Presque impossible. L'autre société avec des sociétés minières qui sont impliquées jusqu'au cou, y compris dans des crimes de sang, c'est des sociétés australiennes. Là, vraiment, ils sont à fond là-dedans. Après, la France, c'est le pétrole, et les États-Unis, là, ils sont partout. Pétrole, cobalt, manganèse, uranium, coltan, sans compter que l'industrie pharmaceutique vient de s'y ajouter parce qu'au Kivu, on trouve beaucoup d'essence qui aide dans la production de médicaments. Donc, il y a des ONG et des big pharma qui est impliqué là-dedans. C'est vraiment une coalition internationale énormissime. Après, la Corée du Sud,
qui est un peu très impliqué dans l'électronique, vient de s'ajouter. Et côté intermédiaire, à part les Rwanda, l'Ouganda, les Burundi, mais surtout les Rwanda, on voit des pays tels que la Malaisie, tout ça, parce que les minéraux doivent passer, suivre un circuit tellement compliqué pour effacer la traçabilité que on voit la Malaisie sur la liste. On Et voit alors, mais il se l'Indonésie. trouve que le Rwanda est aussi présenté comme exportateur du coltan. Est-ce Le qu'il plus y grand a exportateur de coltan au monde, et le Rwanda exporte est un des plus gros exportateurs d'or au monde et un gros exportateur de diamants. Sauf y a-t-il que, des gisements au Rwanda aussi de non, coltan? cette question, il ne faut pas les poser à un officiel rwandais. Il risque de vous qualifier de négationniste. Pourquoi? Dès que vous posez cette question, ah non, mais il y avait eu le génocide, nous on a relevé les pays, donc vous êtes négationniste, vous ne nous aidez pas parce que vous êtes contre les Rwandais qui se développent. Donc il faut maintenant voyager au Rwanda, vous-même voir comment les choses se font. Non, on ne parle pas de comment les choses se font, on ne parle pas de génocide, on demande juste les minéraux se trouvent où au Rwanda. En tant que journaliste, c'est le genre de questions qu'il faut éviter de poser à un officiel rwandais. Vous risquez d'avoir des problèmes. Malheureusement, en journalisme, il n'y a jamais de mauvaises questions, hein. Toutes les questions sont bonnes. On continuera donc à les poser. Alors donc, on va donc revenir sur la situation à l'est de la RDC et par comparaison, même si comparaison n'est pas raison, nous savons que dès février 2022, lors du lancement de l'opération russe en Ukraine, toute la communauté internationale s'est coalisée pour soutenir l'Ukraine, bien entendu, pour aider l'Ukraine. Et à la date d'aujourd'hui, on nous parle en termes de 100 milliards, plus de 100 milliards d'euros d'aide déjà affectés à l'Ukraine. Et lorsqu'on regarde un peu les statistiques sur le terrain, c'est vrai qu'un mort, c'est toujours un drame. On est à 18 000, plus de 18 000 victimes civiles, sans compter bien sûr les militaires ou les soldats. Mais on se rend bien compte qu'au Congo, Kinshasa, la situation dure de plusieurs décennies, avec plus de 10 millions, je reprécise, 10 millions de victimes. Jusqu'ici, la communauté internationale tergiverse. Et tout à l'heure, vous nous avez expliqué, à vous croire, bien entendu, le pouvoir en place, le pouvoir de Kinshasa tergiverse. Apparemment, il est compromis, c'est ce que vous nous avez dit. La communauté internationale, vous venez de nous citer quelques pays, les entreprises, ben là aussi, on se rend compte que c'est difficile de traiter cette situation. Qu'est-ce qui peut expliquer ce désintérêt de la part de la communauté internationale sur la situation de la RDC qui a déjà fait plus de 10 millions? C'est un scandale, 10 millions de victimes. Avant de répondre à cette question, parce qu'on parle de victimes, je vais juste faire une précision. Au Congo, il y a 10 millions de victimes que nous pleurons. Au Rwanda, il y a eu entre 800 000 et 1 million de victimes que nous pleurons aussi, parce qu'un génocide, c'est un crime contre l'humanité et nous faisons partie de l'humanité. Donc, mon ironie de tout à l'heure, c'est par rapport à la façon dont les autorités rwandaises utilisent ces génocides comme fonds de commerce, mais ce n'est pas contre le peuple rwandais, ni nier les drames qui s'y est déroulé, parce que, bon voilà, on peut faire un raccourci en se disant, il fait de l'ironie sur un génocide. Je ne faisais pas l'ironie sur un génocide, mais sur la façon dont les autorités rwandaises se comportent, c'était quand même important de le préciser. Ce qui se passe là, la communauté internationale, comme vous dites, est logique envers elle-même. Pourquoi je dis cela? C'est tout simplement que ces clubs occidentaux, ils ont leur kind of guys. Kagame, on a dit que c'est leur kind of guys. C'est le genre de personnes qu'ils aiment. Les garçons de course des intérêts occidentaux en Afrique. C'est lui qui peut mouiller sa chemise. C'est lui qui peut salir ses mains de sang pour faire plaisir ou pour rencontrer les intérêts des Occidentaux. Pourquoi se sont-ils mobilisés contre la Russie par rapport à l'Ukraine et pas au Congo? Mais c'est parce que la Russie se trouve du mauvais côté de la barrière, tandis que le Rwanda se trouve du bon côté de la barrière. Et le Rwanda est en train, est un sous-traitant des Occidentaux.
tandis que la Russie combat les Occidentaux. Donc l'Ukraine, on a voulu faire jouer à l'Ukraine le rôle du Rwanda, et la Russie a résisté et est en train de se défendre parce que la Russie s'est sentie menacée. Bien qu'en droit international, il est extrêmement illégal d'envahir un pays. On ne va pas nier, la Russie a envahi un pays. Maintenant, devant un tribunal, ils peuvent brandir la légitime défense en donnant des éléments qui prouvent que, bon, elle s'est sentie menacée et c'est ainsi qu'elle est en train de se défendre. Donc, dans un cas, nous avons un pays qui se trouve du mauvais entre guillemets, côté de la barrière, donc on doit donner de l'argent. Les réfugiés ukrainiens, on voit comment ils sont accueillis. Moi, je suis ici à Paris, on a reçu un courrier. Si vous hébergez un Ukrainien chez vous à la maison, on a, je crois, les courriers derrière moi, je crois qu'on a 25% de réduction de loyer. Tandis que, bon? Ah oui, tandis que, c'est intéressant, ça. Il y a des Maliens, il y a des Sénégalais, il y a des Algériens, il y a des gens qui se sont battus pour la France, qui, eux, là, dorment à la belle étoile, en hiver, porte de la chapelle. Donc, même dans le traitement des réfugiés, c'est les doubles standards. On refuse aux bateaux d'accoster ceux qui ont traversé la Méditerranée, on refuse aux bateaux d'accoster, on n'en veut pas, mais on peut accueillir 1 million d'Ukrainiens. Bon, il y a certaines personnes qui ont dit qu'ils nous ressemblent. Ouais, par rapport à la couleur de la peau. Mais sur le plan culturel, un Sénégalais parle français, un Congolais parle français, un Ukrainien ne parle pas français. La capitale, Brazzaville, a été à un certain moment capitale de l'Afrique, la capitale de l'Afrique. La France libre, oui. Kiev n'a jamais été la capitale de quoi que ce soit par rapport aux Français. Donc, il y a ces doubles standards. Donc, du coup, comme le Rwanda est un État mercenaire des Occidentaux, on lui donne tout. On lui donne des moyens financiers, on lui donne de la formation, on lui donne des moyens militaires, on lui donne des moyens communicationnels, on lui crée une réputation, on lui garantit l'impunité, c'est la totale. Là, aujourd'hui, pour un jeune Africain qui n'est pas au fait de l'actualité, qui ne va pas aller s'informer par des moyens alternatifs, le Rwanda, c'est le meilleur pays d'Afrique. C'est le meilleur pays, la croissance, les nouvelles technologies, la propriété, c'est ce qu'on veut nous vendre. Mais moi, je vous dis que le Rwanda ne vaut pas la Guinée équatoriale. Soyons sérieux. Le Rwanda ne vaut pas le Botswana. À part Kigali, qu'est-ce qu'il y a au Rwanda? Et à Kigali, il y a quoi? Une route et 2 humains? Et un centre de conférence? Il y a quoi? Avec des statistiques économiques bidouillées? Il y a un débat à la Banque mondiale où certains fonctionnaires ne veulent plus suivre dans cette affaire qui consiste à falsifier les statistiques du Rwanda. Le Rwanda, est-ce que c'est un miracle ou c'est un mirage? C'est une réputation fabriquée. Alors, posez-vous la question, et vous l'avez bien posée. 10 millions de morts dans l'impunité totale. Et tout un secrétaire général des Nations Unies qui vous dit, ben écoutez, les M23, l'ONU ne peut pas se battre contre une centaine de personnes parce qu'ils sont plus équipés qu'une armée régulière. Ça, c'est l'ONU qui dit. Ils sont là 19 000. Et il ajoute, malicieux et sarcastique, il ajoute, oh, vous savez, les armes ne tombent pas du ciel, hein, ni ne poussent dans la forêt. Donc, ils viennent de quelque part. Et ils s'arrêtent là. Sauf que beaucoup de Congolais ont complété en disant, oui, les armes viennent de quelque part. Des États-Unis, bien sûr. Sauf que s'il cite les États-Unis, il sera chassé comme secrétaire général des Nations Unies comme un malpropre. Boutros Ghali en sait quelque chose. Donc, du coup, il faut applaudir. Et l'ancien premier ministre britannique, c'est celle qui vient de partir avant l'actuelle, la dame, qui était ministre des Affaires étrangères, avait déclaré par rapport à l'accord où on devrait aller ramener les déboutés du droit d'asile, la Grande-Bretagne vers le Rwanda. Vers le Rwanda, oui, oui. Il avait demandé à la Cour suprême de sécuriser ces contrats parce que cela rentrait, cela devrait protéger, cela devrait mettre en danger les intérêts supérieurs de la Grande-Bretagne. Quels sont ces intérêts supérieurs que la Grande-Bretagne a à vendre quelques êtres humains au Rwanda, un pays africain qui achète des êtres humains? Bon, le prix, c'est 140 millions de dollars, hein, le prix des êtres humains que le Rwanda achète. Il les achète à la Grande-Bretagne, il les achète au Danemark, il les achète à la Libye et il les achète à Israël. Et à Israël, c'est encore pire.
Lorsqu'ils achètent un être humain qu'Israël ne veut pas, ils peuvent échanger l'argent contre les armes. C'est-à-dire que je peux imaginer qu'il y a des personnes qui valent des Uzi. C'est-à-dire, si vous acceptez de prendre telle personne dans votre territoire, on vous donne des Uzi qui serviront à l'Est de la République démocratique du Congo. Si ce n'est pas de la traite d'êtres humains, comment on peut appeler tout ça? Et c'est un Africain qui fait Voilà, tout ça. alors donc il y a donc une autre situation, bien sûr. Tout à l'heure, vous avez parlé de la MONUSCO. C'est bien de cette force onusienne dont vous avez fait état tout à l'heure, où le secrétaire, bien sûr, général, estime que bon, les M23 sont mieux armés que la force onusienne. Et la question ici, c'est de savoir finalement à quoi donc va servir la nouvelle force régionale est-africaine qui est arrivée en RDC lorsqu'on sait que la MONUSCO, la plus grande d'ailleurs mission que l'humanité ait connue, qui a pratiquement aujourd'hui plus de 2 décennies, après avoir bien sûr muté d'un nom à un autre, n'a pas pu régler ce conflit. Que peut faire finalement aujourd'hui cette force est-africaine en RDC? La force, Sinon, quelle est sa mission? la force est-africaine ne veut rien faire. Félix Tshisekedi a dit qu'il rentrerait par Bunagana, il se battrait. Ceux qui dirigent la force, notamment le Kenya, ou le pays qui dirige la force, le Kenya, a déclaré publiquement qu'ils ne sont pas là pour se battre, ils ne sont là pour veiller à ce que l'accord politique soit appliqué. Or, cet accord politique, tel qu'ils l'ont négocié à Luanda, en Angola, c'est contre les Congo. C'est juste faire de ces criminels rwandais des Congolais, ramener ce qu'ils appellent des réfugiés congolais, ce qu'on a dit les fameux, ceux qui ont les labels Banyamulenge, ils sont 80 000 au Rwanda, mais en fait, c'est des Rwandais qu'on veut tout simplement déverser pour aller occuper les terres arables, fertiles, des Congolais qu'ils ont assassinés parmi les 10 millions. Ils ont libéré un territoire tellement énorme qu'il faut les ramener. Donc, ils ne vont pas se battre. Tout ce qu'ils font, ils demandent au M23 de reculer. Si le M23 recule de quelques mètres, l'EAC vient le remplacer en établissant une zone tampon et en empêchant les FRDC d'occuper cette partie. Mercredi, la société civile du Kivu a manifesté contre l'EAC, qui est aussi inutile que la MONUSCO et dont le rôle est éminemment ambigu. Et cette force est composée de pays qui ont des visées sur l'Est de la République démocratique du Congo, notamment des visées économiques, l'exploitation des matières premières, du bois, des terres arables. Le Kenya a des ambitions qui ne cachent pas, et le Kenya dirige l'EAC. Quant au Sud-Soudan, bon, le président sud-soudanais, c'est un obligé de Paul Kagame, donc derrière le Sud-Soudan, il y a Paul Kagame. Le Burundi a des ambitions, il faut construire un chemin de fer, il faut exploiter. Enfin bref, tous les pays qui viennent là ne sont pas venus pour se battre, ils sont venus pour faire comme la MONUSCO. N'oubliez pas, Paul Kagame a fait une interview qui est aussi en ligne, que les web téléspectateurs peuvent retrouver, où il a dit le Congo a longtemps été pillé par les Blancs. Maintenant, il est temps que nous aussi, les Noirs, qu'on puisse se servir. L'interview aussi est en ligne. C'est un éléphant ou alors chacun doit aller se servir, c'est cela. Alors, mais donc face à cette infiltration, allais-je dire, de la RDC par le Rwanda, on voit bien que l'armée, l'économie, la politique, tout ça, c'est infiltré par le Rwanda. Et l'objectif final, c'est aussi connu de tout le monde. Tout à l'heure, vous l'avez rappelé, c'est devenu en fait un éléphant qu'on a battu, chacun doit aller se servir. C'est même l'exemple un peu de la balkanisation. Et c'est ça l'objectif en fait à atteindre, c'est balkaniser carrément la RDC. Que doivent faire les Congolais pour se débarrasser de tout ce monde? Parce que c'est quand même complexe, hein. Il y a la communauté internationale qui est derrière, il y a ces pays que vous avez cités, ces entreprises. Et là, on se rend compte que même les frères africains veulent leur part de la Le RDC. pape a dénoncé des forces qui travaillent pour la fragmentation. Lui, il a employé le terme fragmentation du Congo. Même le pape l'a dénoncé dans son discours. Au début de l'émission, on en a parlé. Il a dénoncé des forces qui travaillent pour la fragmentation du Congo. Et il a aussi dénoncé des forces qui travaillent, qui tirent les ficelles derrière ces drames au Congo. Il a dénoncé aussi ceux qui sont impliqués en interne pour faire des opérations honteuses.
hein, je veux dire un commerce honteux, des opérations honteuses, c'est-à-dire les pillages de matières premières. Le pape a dénoncé tout cela. Que doit faire le peuple congolais? Je vais aussi prendre le propos du pape. Votre hymne national, prenez-vous en charge. Ne vous découragez pas. Il a félicité la résilience, la résistance, la patience, l'endurance, la sagacité du peuple congolais. Donc il reconnaît quand même que c'est un peuple résilient, endurant, qui a tenu longtemps. Et il leur demande, il dit, il y a de l'espoir au bout. Il leur demande de s'élever. Il ne faut pas compter sur les dirigeants. Ils sont compromis, ils sont impliqués. Il faut se battre. La solution se trouve au niveau de la société civile. C'est un pays de 105 millions d'habitants. Le pape est au stade avec les jeunes et l'Église catholique a sorti des statistiques. Sur 105 millions de Congolais de la RDC, 67% a moins de 20 ans. Donc c'est une population jeune qu'on a essayé de briser, mais qui est forte. Il faut commencer d'abord par avoir une bonne stratégie. La première des choses, connaître l'ennemi. Qui sont les commanditaires? Qui sont les sous-traitants? Qui sont les exécutants? Les commanditaires, c'est les Occidentaux. Les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie et tous les pays presque de l'Union européenne dirigés par l'Allemagne et la Belgique. Et dans une certaine mesure, la France, qui bénéficie des accords de préhension. Les accords de préhension, c'est-à-dire que chaque fois que la Belgique aura des difficultés dans la gestion du dossier Congo au niveau de la communauté internationale, elle est automatiquement remplacée par la France. C'est des accords qui ont été signés, je crois, vers 1911. Ça s'appelle des accords de préhension. Donc tous ces pays-là, c'est des commanditaires. Les sous-traitants, c'est le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, dans une certaine mesure l'Angola, l'Afrique du Sud, là, ils viennent d'ajouter les Kenya. Tous, c'est des sous-traitants. Et les exécutants, c'est le gouvernement de Kinshasa et son opposition d'accompagnement, une opposition bidon. Enfin bref, c'est toute la classe politique congolaise et la multitude d'ONG qu'ils ont créées, que le pape a fustigé, qu'il faut vous élever contre ceux qui viennent avec une culture de l'assistanat, mais acceptez plutôt ceux qui viennent avec des vrais projets. Hein? Mettez en place des vrais projets, mais pas ceux qui viennent avec d'autres dessins et vous mettre dans une position d'assistanat. Ça aussi, le pape a dénoncé. Voilà, une fois qu'on connaît les commanditaires, une fois qu'on connaît les sous-traitants, les exécutants, on cherche à comprendre leur modus operandi. Comment ils opèrent? On sait que les commanditaires utilisent une population au sein du peuple rwandais qu'on utilise comme des mercenaires. Et ils utilisent quoi comme stratégie? La manipulation, ce qu'ils appellent Ubwenge. Donc une espèce de mensonge, malice, c'est un terme qu'on trouve quand il y a Rwanda qui veut dire beaucoup de choses. L'Ubwenge. Et une fois qu'on a découvert cela, comment on combat ces mensonges? C'est Ubwenge. Mais sur le plan militaire, il faudrait définir où se trouve le front. Le front ne se trouve pas à l'est du Congo, le front se trouve à Kinshasa. Le jour où la population de Kinshasa, plus de 15 millions d'habitants, va neutraliser le gouvernement de Kinshasa, on aura fait un grand pas. Une fois qu'on a neutralisé le gouvernement de Kinshasa, le reste, la population de Goma, les Maïmaï, et ils ont tenu 25 ans contre le monde entier. Leur talon d'Achille, c'est la léthargie à Kinshasa, ou quand on tue à Goma, c'est la fête à Kinshasa. Et maintenant, on tue même tout autour de Kinshasa, à Kwamount, en créant un faux conflit, Baya Kabateke, qui n'existe pas. On tue là, dans la ceinture de Kinshasa, à Kinshasa, c'est la fête. Le jour où la population de Kinshasa commencera à se comporter comme la population de Goma, va mettre mal à l'aise ou hors d'état de nuire tous ceux qui jouent à ces jeux macabres à Kinshasa, c'est-à-dire des institutions godillots. On a un gouvernement, un président illégitime, un gouvernement bidon, un parlement godillot, une justice pitoyable, une classe politique corrompue, une classe politique pourrie, une classe politique qui est devenue toxique vis-à-vis de sa propre population. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Une fois que Kinshasa s'est effondré comme un château de cartes, partout au Congo, les gens vont s'élever. Ce n'est pas quelques centaines de milliers de Rwandais qui vont envahir 105 millions d'habitants quand même, un peuple aussi vaillant que le peuple congolais. C'est qu'une question de temps. Tout n'est pas perdu. Les Congolais qui sont au front pour tout le peuple africain vont relever les défis. Mais que les autres peuples africains aussi comprennent que si la RDC saute, la digue aura sauté. Et une fois que la digue a sauté,
l'Afrique centrale sera balayée comme un château de cartes. Espérons bien qu'on pourra parvenir à de bonnes solutions, mais de manière pacifique. Mais dans tous les cas, si ce n'est pas cela, eh bien, la population prendra donc ses responsabilités. Kéroul Maïzo, vous êtes, je rappelle, journaliste, analyste politique et conférencier. Un mot, bien sûr, sur le journaliste camerounais qui venait d'être assassiné, Martinez Zogo. Vous avez appris la nouvelle, les circonstances dans lesquelles il a été assassiné. Quel commentaire faites-vous de, j'allais dire, de cet assassinat de trop d'un journaliste et de manière, mais vraiment cruelle? Martinez Fogo vient allonger une liste déjà longue au Cameroun. Sauf que dans son cas, il y a eu une signature et un message. Celui qui l'ouvre ou celui qui veut montrer qu'il a une grande gueule, on va la lui boucler de la manière la plus violente qui soit. Parce qu'on ne s'est pas contenté de le tuer. On l'a torturé, il avait la tête gonflée, et pire, on l'a mutilé. On est allé les jeter, encore grave, comme un déchet, presque dans une poubelle publique, dans une déchetterie. Donc ça, c'est un message qu'on a voulu faire passer à la corporation que maintenant, tout le monde au pas, celui qui ne va pas obéir, il faut que les gens soient traumatisés par ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Quelles que soient les méthodes, quelles que soient les erreurs, parce que dans son émission, dans sa radio, dans son émission, il fustigeait ou il dénonçait la corruption. Il donnait des noms. Il fournissait certaines preuves. Son émission était très suivie. Il est allé contre certains intérêts. Dénoncer la corruption. Si c'est faux ce qu'il dit, au Cameroun, il y a la justice. Il y a la justice, oui, bien sûr, On le traduit en normalement. justice pour diffamation. Et on le condamne, les cas échéants, et il paye sa dette vis-à-vis de la société. Il répare, en fait, ce qu'il aura commis comme un père. Mais lorsque quelqu'un dénonce, il cite une liste de personnes, il donne des faits, il donne des documents, il dit que voilà, telle personne a détourné autant. Voilà les preuves. Il fait son émission en direct. Quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, est-ce que ça vaut de le tuer? La vie humaine est sacrée. Et on reconnaît deux fois certains pays, leur degré de maturité dans la façon de traiter l'être humain. Il y a des choses qu'on ne fait pas. L'être humain est sacré. La vie est sacrée. Il y a des choses qu'on ne fait pas. La torture est interdite. Mais là, c'est pire. On tue quelqu'un, on torture quelqu'un, on le tue, on le mutile, comme si ce n'était pas suffisant, on jette son cadavre comme une chose. Tous les journalistes camerounais, qu'ils soient proches du pouvoir, qu'ils soient de l'opposition ou qu'ils soient neutres, parce que les journalistes sont censés, bon, il y a des journalistes qui sont coloriés, ça, c'est pas un problème. Ils les assument. Du moment qu'ils assument, on sait que bon, ça c'est un journal de droite, ça c'est un journal de gauche, ça c'est un journal du centre. Là n'est pas le problème. Mais que les journalistes camerounais se disent, ce qui est arrivé à ce monsieur, qui est un confrère, peut m'arriver et que ça ne doit pas se faire. Au Burkina Faso, on a tué Norbert Zongo. L'Afrique tout entière a protesté et jusqu'aujourd'hui, il y a un procès. Le frère de Blaise Compaoré est en train de souffrir pour réparer sa bêtise, pour essayer de freiner des quatre fers pour que sa bêtise ne soit pas étalée au public. Mais là, il a la justice à ses trousses et justice sera rendue à Norbert Zongo. Mais par contre, pour le monsieur du Cameroun, les sous-fifres ont été trouvés. Des petites mains qui ont fait l'action ont été trouvées. Mais tout le monde est presque conscient de qui peut être derrière ces petites mains. Alors, si on ne punit pas les pontes qui sont derrière ces meurtres, cette chose-là ne passera jamais.
J'aimerais ajouter une chose. Par rapport, pas toujours par rapport à ces journalistes, j'ai parlé de torture. Maintenant, au Congo, au Maniema, donc c'est l'ex-Grand Kivu, qui est composé maintenant de 3 provinces, qui a été démembré en 3 provinces, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Il y a une milice Maï Maï que l'on soupçonne liée à la société minière australienne Banro Mining, qui sème une terreur terrible. Ils ont commencé à fouetter toutes les jeunes filles dont la jupe serait un peu courte et tout ça. Et quand on dit fouetter, c'est-à-dire sur la place publique, on dénude les gens, on te laisse complètement nu, on te maintient la tête et les pieds et on fouette. Les images sont horribles. C'est sur YouTube. France 24 n'a pas voulu le montrer, c'était tellement choquant. Une des jeunes filles que l'on voit fouetter dans ces images est décédée. Ça aussi, ces méthodes, même les animaux ne font pas ça. Même les animaux ne font pas ça. Mais c'est dans notre continent que tout cela se passe. Au Cameroun, on tue un journaliste, on le mutile, on le torture, on jette son cadavre. Au Congo, une jeune fille de 12 ans, on les déshabille par des grands messieurs, on les déshabille, on la fouette sur la place publique, au vu au-dessus de tout le monde, et elle meurt de douleur et de ses blessures à l'hôpital. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Donc, être journaliste, c'est devenu un danger. Être une jeune fille dans certains pays, c'est devenu un péché. Et ça, c'est révoltant. Il faut vraiment que justice soit faite pour les deux cas. Il faut que justice soit faite pour les deux cas, donc la jeune fille et bien entendu le journaliste Martinez Zogo qui a été torturé, tué, mutilé et finalement le corps jeté dans la rue à côté d'une poubelle. En tout cas, merci Caroline Maïzo d'avoir été avec nous encore aujourd'hui et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi. Je vous en prie. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, on se donne donc rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien. Merci.